Bonjour, merci de votre fidélité dans l'émission Le débat sur Mazlek Info, axé sur les acquis institutionnels du Gabon 60 ans après la proclamation de son indépendance. Nous ouvrirons une fenêtre dans cette émission sur l'intronisation d'Idriss Déby comme maréchal du Tchad et la déclaration de candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat qui suscite la controverse du côté de la Côte d'Ivoire. Deux invités, Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP, parti politique du centre au Gabon, et le populiste leader de la société civile, Georges Mpaga, c'est le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon. Le débat étant éminemment politique, on va commencer par Pascal Nkoulou, acteur politique du centre au Gabon. Pascal Nkoulou, bonjour. Bonjour, monsieur Luch. Ça fait un bout, vous avez été absent des plateaux de Mazlek Info. Bon, disons que Mazlek FM ne m'avait pas non plus invité. Donc, ce n'est pas de ma faute, mais je suis heureux chaque fois que je réponds à une de vos invitations, parce que les questions citoyennes sont des questions de tout le monde, c'est comme les questions politiques sont les questions de tout le monde. Donc je suis toujours heureux en tant que président du BDP de donner la vision qui est celle de mon parti. 60 ans après la proclamation des indépendances, quel acquis institutionnel? Il faut dire qu'on parlera, on commence au plan politique avant de parler d'autres plans militaires, monétaires, etc. Au plan politique déjà, 60 ans après. 60 ans après, vous savez, dans la vie d'une nation, 60 ans ça paraît peu, mais c'est également très long. Parce que 60 ans, ça fait à peu près 5 générations et demie, si on veut tenir le compteur à ce niveau. 60 ans après, on va voir que le Gabon a évolué. Le Gabon a évolué sur le plan institutionnel. Beaucoup d'institutions qui n'existaient pas à la création, la proclamation de l'indépendance, sont aujourd'hui rentrées dans le jeu de la régulation et des équilibres institutionnels de notre pays. Il y a donc eu une évolution considérable, surtout à partir des années 1990, parce qu'on a connu une séquence de partis-États, donc de partis uniques, qui n'étaient pas de nature à permettre l'éclosion d'un certain nombre d'institutions, vu que le parti, qui était un parti-État, jouait un certain nombre de rôles qui étaient normalement des rôles dévolus aux institutions. Aujourd'hui, après la conférence nationale de 1990, on a vu d'autres institutions, notamment la Cour constitutionnelle, être créée, avoir des élections plurielles. Ce qui fait qu'il y a une ouverture générale sur l'ensemble de la sphère nationale et politique de notre pays. On peut véritablement se satisfaire de ces institutions. Bon, maintenant je vous vois, la question que vous essayez de poser, c'est celle de savoir, est-ce que ces institutions nous permettent d'avoir à la fois un référentiel et une référence crédible du jeu politique au Gabon aujourd'hui? Là aussi, je peux vous dire que, vous savez, en 60 ans, on n'a pas eu 3 ou 4 classes d'hommes d'acteurs politiques. Nous sommes pratiquement, on va dire, à la deuxième transmission de témoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la phase de Léomba vient de s'achever avec le départ, donc la mort du président Omar Bongo Ondimba. Il y a 10 ans à peu près. Donc, nous entrons dans une nouvelle séquence où de nouveaux acteurs politiques, avec une nouvelle culture politique, parce qu'il faut aussi ajouter au nombre des institutions qu'il y a eu une évolution importante au niveau des mécanismes de communication. Parce qu'il y a 40 ans, vous voulez avoir une information politique, ben, il fallait appartenir au strate supérieur du parti. Sinon, vous étiez dans la masse ignorante. Aujourd'hui, tout le monde accède à l'information politique presque en même temps. Donc, on va constater qu'il y a une évolution à la fois des mentalités, des habitudes, des pratiques, mais également il y a une ouverture, il y a une évolution institutionnelle qui a conduit à une ouverture d'engagement citoyen qui n'existait pas il y a encore 20 ans à peu près. Oui, parce que Pascal Nkoulou, une évolution relativement très à la marge, du moins au plan des principes démocratiques, puisque nombreux s'accordent sur le principe de pluralisme d'opinion et pluralisme politique qui est un fait, mais sauf que ce pluralisme politique ne semble pas s'accommoder à l'instauration démocratique dans notre pays. Alors, vous savez, la démocratie, il faut la lire dans tous ses aspects. Je vous ai dit qu'il y a 20 ans, un certain nombre d'habitudes en termes d'actes citoyens n'existaient pas. Aujourd'hui au Gabon, vous avez une société civile qui est très forte. Je crois que M. Georges Mpaga, M. Makona et beaucoup d'autres acteurs politiques ont pu, jusqu'à présent, s'exprimer sur toutes les questions de la vie nationale. Quelquefois même en dehors
de leur, je dirais, de leur appareillage, c'est-à-dire de leur label précis. Mais ils existent. Ah bon, donc et ils des pistages. Bon, mais quelquefois, oui, on va dire comme ça, il y a des glissements, mais ça prouve à quel point, au niveau du Gabon, l'expression plurielle est une expression citoyenne. Bon, mais maintenant, ce que l'on regrette, et tous les acteurs politiques peuvent aisément le dire, c'est qu'il manque qu'on arrive à construire autour de toute cette dynamique un lien citoyen qui fédérerait autour des éléments essentiels de notre pays, de la nation. L'une des aspirations fondamentales jusqu'ici, c'est le principe d'alternance politique avec des élections biaisées qui continuent justement à constituer une sorte de plomb au processus démocratique au Gabon, de la vie populaire, de la vie générale. Bon, je suis toujours très prudent avec les gens qui parlent d'alternance. Vous savez, l'alternance, ce n'est pas le fait des hommes. L'alternance, c'est le fait d'un changement qui intègre aussi bien l'attitude citoyenne, les institutions autour et les hommes politiques qui gèrent tout cet actif. Or, aujourd'hui, quand on parle d'alternance, je vous ai dit que nous sommes pratiquement à la deuxième génération d'acteurs politiques potentiels. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des changements. Les acteurs qui étaient là, ce ne sont plus les mêmes. Ceux qui n'existaient pas ont pu se faire, je dois dire, un rayon d'espace pour s'exprimer sous différents angles. Bon, l'alternance maintenant, comment la construire? L'alternance se construit autour des mécanismes autres que ceux qui existent. Or, malheureusement dans notre pays, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs politiques, personne ne s'est mis dans une situation véritable d'alternance, l'alternance institutionnelle, l'alternance de régime, l'alternance du système. On a une alternance d'hommes. Est-ce qu'on va arriver à une alternance de système et de régime? Pascal Nkoulou, je me bats pour cela. D'accord. Merci Pascal Nkoulou pour cette entrée très chaude dans le débat. Alors, Georges Paga, 60 ans après la proclamation de l'indépendance du Gabon, quel acquis institutionnel? Merci de me donner une fois encore l'occasion de débattre sur le plateau de Mazlek.com et surtout de confronter mes idées avec mon frère et beau-frère Pascal Nkoulou, un acteur démocratique, un acteur politique très connu au niveau national. Et par rapport à ta question, ce que je pourrais dire de prime abord, c'est que nous sommes dans une construction démocratique inachevée. En 1960, dans les années 60, de 1960 à 1967, nous avons connu une première phase où le pays était en train de se mettre en marche. Nous étions dans une perspective de construction nationale. Nous sortions, n'est-ce pas, du régime colonial. Il fallait mettre les fondations de la nouvelle République, les fondations économiques, les fondations sociales et bien sûr les fondations démocratiques et politiques. Donc le Gabon a connu pendant ce processus-là, sous la conduite du président Léomba, une avancée démocratique. C'est-à-dire que les institutions étaient au service de l'intérêt général, les contre-pouvoirs existaient et le président Léomba a joué un rôle important vraiment dans cette consolidation, avec lui les pères de l'indépendance, donc Paul Ngonjou, Jean-Hilaire Obam, René Paul Souzat, bien sûr les anciens comme Nyonda, Vincent de Paul Nyonda, etc. Je parle ici des pères de l'indépendance, des gens qui ont permis au pays de se lancer, hein, d'émerger. Donc nous sommes entre 1960 et 1967. Le président Léomba meurt de façon unilatérale. Son successeur, choisi par la France. Choisi par la France. Par la France. Unilatéral à l'actif de qui? Son successeur, Albert Bernard Bongo, choisi par la France. Parce qu'accommodant aux intérêts. Pourtant, l'histoire dit qu'Ali Bongo, Omar Bongo, j'allais dire, a été élu par le peuple. Il a été choisi, il a pris ses fonctions quand le président Bongo meurt, quand le président Léomba meurt, excusez-moi. Vice-président de la République. Le vice-président. Élu en même temps que Léomba. Prend ses fonctions en France. Prend ses fonctions en France.
Le président Bongo n'était pas la personne la plus qualifiée. Non, mais il avait été préalablement élu en ticket avec les Homba. Il a été élu en ticket avec les Homba parce qu'après le coup d'État de 1964, le président Léomba était devenu une marionnette. Le président Léomba a été instrumentalisé par le pouvoir colonial français pour servir ses intérêts. Son régime était affaibli parce que les nationalistes gabonais voulaient une indépendance totale. Les auteurs du coup d'État de 1964 voulaient l'indépendance totale, l'affirmation de la souveraineté nationale du Gabon, souveraineté économique, souveraineté politique. On va revenir sur la marche du Gabon, les acquis institutionnels. Bon, les acquis institutionnels, moi je n'en trouve aucun. C'est pourquoi laissez-moi développer ma pensée, c'est pourquoi je parle de démocratie inachevée. Et je vais dire même de démocratie, de démocratie, comment dirais-je, démocratie désenchantée. Là, je fais référence à la conférence souveraine de 1990. Démocratie inachevée, pourquoi? Monsieur Paga, il y a quand même, ne serait-ce qu'un semblant d'institution qui existerait, même si dans le fond, ça manquerait de légitimité auprès des populations. Bon, voilà, je vais dire tout simplement qu'à partir de 1967, les institutions ont été galvaudées. Les institutions ont été vidées de leur substance. Il y a eu un coup de force d'Albert Bernard Bongo Albert Bernard Bongo a été élu à 99 pour imposer ce qu'on appelle le parti unique. Le parti unique, ok. Donc nous nous sommes inscrits à partir de 1967 dans une perspective de monolithisme politique avec un parti État qui avait tous les instruments de gouvernance, les instruments juridiques, les instruments politiques et même sécuritaires. Le parti avait une toute puissance comme en Chine. Le parti État, vous savez, le bureau politique, le comité central avait tous les pouvoirs. Les pouvoirs politiques, les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs juridiques et même les pouvoirs militaires. Donc le parti unique était le centre, n'est-ce pas, de la gouvernance. Tout convergeait vers ce parti. 90, fin du parti unique. Voilà. À partir des années 90, le parti unique connaît des difficultés. Parce qu'il y a un certain mouvement dû aux évolutions du monde, dû à l'affaiblissement du système, de l'antagonisme entre les deux blocs, entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Sur cette volée, n'est-ce pas, des revendications ont commencé en 1983 avec le Morena, sous le leadership du président Oyono Waba, paix à son âme, et de Bengono aussi, de Moubamba Zienge, et de tous les acteurs. Nous étions jeunes et nous avons suivi ce mouvement. C'est à partir de ce moment que la conscience politique a été élevée. Mais avant 1983, il y a eu le Mban-Germain. La mort de Mban-Germain, l'emprisonnement de Pierre-Louis Arondio, Joseph Rinjambe, et les autres, l'abbé Noengwa, etc. Pendant plus de 8 ans, ces personnalités politiques ont été emprisonnées parce qu'elles exigeaient plus de démocratie, plus de liberté. Et le régime a commencé à se fragiliser donc à partir de ce moment-là, et cette fragilisation du régime a pris corps en 1983. Et de 1983 à 1989, le régime a connu les pires de ses difficultés, avec un environnement économique et politique transformé, avec ce qui se passait évidemment en Europe de l'Est, sous le leadership, n'est-ce pas, de Mikhail Gorbatchev. La chute du mur de Berlin a obligé les peuples opprimés à se révolter. Débat sur les acquis institutionnels. Donc voilà, à partir de 1989, la donne politique a évolué. Au niveau international, la tendance a été celle des conférences nationales et des revendications des peuples, notamment des organisations de la société civile, des mouvements pro-démocratie pour plus de liberté. Et on a vu émerger la première conférence nationale au Bénin. Et le régime au Gabon étant profondément
comment dirais-je, affaibli. Le président Bongo a su s'arrimer en acceptant le principe d'une conférence nationale, mais qui là n'était pas souveraine. Okay. Et qui a abouti, si vous voulez, à une réforme constitutionnelle qui limitait, n'est-ce pas, qui consacrait la limitation du mandat présidentiel. C'est global, ce qui nous a... ce qui me fait dire que ce processus a été désenchanté parce que après les années 93, reprend la main. Omar Bongo reprend la main. Le 1994 arrive avec les accords de Paris et les acquis de la conférence nationale ont été fondamentalement modifiés. Nous sommes revenus au statu avec la complicité des acteurs politiques. Voilà. Les verrous, la limitation du mandat présidentiel a été de façon unilatérale supprimée par Bongo, qui a repris la main sur les institutions, sur la démocratie, sur les verrous constitutionnels qui limitaient, n'est-ce pas, la présidence à la tête de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système de présidence à vie, de succession héréditaire. Donc pour nous, de notre point de vue, la démocratie gabonaise, les institutions héréditaires, il y a du moins, même s'il y a quand même des élections qui sont organisées, même si certains dénoncent des élections de mascarade électorale assorties de hold-up électoraux, donc on n'est pas dans la succession dynastique, il y a des élections qui sont organisées, M. Paga. Oui, les élections sont organisées, mais dans quel environnement? Dans quel environnement institutionnel? Nous sommes dans un environnement institutionnel verrouillé, désenchanté. C'est pourquoi je parle des acquis de la conférence nationale qui se font inscrits dans un processus de désenchantement. La conférence nationale, de notre point de vue, a échoué sur ses objectifs. Résultat des courses, les institutions sont là. Les institutions existent, mais elles ne sont pas... La garde présidentielle a disparu au profit de la garde républicaine. Les institutions sont là, mais elles ne sont pas au service de l'intérêt général. Ces institutions ne sont pas fiables, ces institutions sont dépourvues de toute légitimité, elles sont dépourvues de toute crédibilité, elles sont phagocytées, elles sont au service du grand au pouvoir. Résultat des courses, quel acquis 60 ans après? Mais il n'y a pas d'acquis, la démocratie gabonaise est au sous-sol, comme disent les enfants. Mais le pluralisme d'opinion est là, le pluralisme politique aussi. Le pluralisme sans... changement démocratique, le pluralisme sans alternance au sommet de l'État, sans transformation des institutions. Aujourd'hui, les institutions sont contrôlées. On vous a compris. Permettez-moi de terminer mon propos. Les institutions sont contrôlées par une autre institution, parce que le président de la République est une institution. Si nous étions en démocratie, le président de la République ne devrait pas nommer les autres institutions. Non. Cela veut dire que... Ça existe un peu partout dans le monde. Non, c'est pas du tout la réalité dans notre pays. La réalité dans notre pays, c'est que nous avons aujourd'hui une monarchisation des institutions, surtout depuis 2009, avec l'avènement d'Ali Bongo. Les institutions sont dépourvues de toute crédibilité. On vous a compris. Les élections sont truquées. Monsieur Pascal Nkoulou, à qui incombe la faute sur notamment les points d'ombre au tableau soulevés par Georges Paga? Je crois que M. Georges Paga n'a vu que les aspects noirs de l'évolution du processus démocratique dans notre pays, qui, comme partout ailleurs, parce que le chemin qu'il vient de tracer, ce chemin... Qui n'est pas quand même faux. Voilà, il n'est pas propre au Gabon. Non, j'ai dit, les effets dénoncés par Georges Paga ne sont pas totalement faux. Il faut les relativiser. Il faut tout de même les relativiser. Je crois que nous nous exprimons sur une web TV qui est une initiative d'un jeune Gabonais. C'est le moment. Cette situation
n'aurait pas pu exister parce que la technologie ne le permettait pas, les conditions citoyennes ne le permettaient pas. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle ère. Et cette ère a ses exigences, il faut s'y soumettre. Celui qui ne le fera pas, un peu comme la conférence en 90, risque de passer par la trappe. Je crois qu'il faut tout adapter au contexte. Le contexte d'aujourd'hui est un contexte différent d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a même 10 ans. Les choses évoluent tellement vite que je crois que les Africains ont des acquis beaucoup plus importants que nous ne le croyons. Parce que nous avons la possibilité à la fois de réaménager le fonctionnement institutionnel, mais également d'anticiper sur les nombreuses erreurs qui ont été celles que nos pères ont eu à commettre sur le rapport citoyen qu'il y avait entre les institutions et les populations. Donc ce rapport doit être repensé. Je suis d'accord avec M. Paga, ce rapport doit être repensé. Mais il n'y a en dehors de ça aucun autre acte qui permette de dire que tout a été négatif. L'évolution politique de notre pays a été construite sur la base du consensus. Ça, il faut pouvoir le reconnaître. Parce que si on veut être juste avec soi-même, il faut faire l'inventaire de tous les actes. De 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'évolution politique du Gabon s'est faite sur la base du consensus. Naturellement. Le consensus politique. Le consensus politique, et je ne veux pas reprendre une expression de Maître Agodjo parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui disait que parfois, lorsqu'on veut faire asseoir les éléments de sécurisation de l'expression politique, il faut peut-être faire une entorse au droit. Il disait, pour être plus clair, que le politique brime sur le droit. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui, mais encore, c'était un homme de droit. Il était avocat, je peux comprendre. Mais je dis aujourd'hui... Avocat émérite. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce qu'il faut revisiter, c'est exactement ce rapport. Il faut que le droit prime sur l'émotion ou l'engagement des politiques. Parce que si on laisse les politiques davantage déterminer le cadre organisationnel d'expression et d'initiative institutionnelle, ben, on aura toujours ces institutions parfois sous l'influence des pots de vin. Ben, bon, écoutez, moi, je vais souvent considérer les éléments qui aident à avancer. Lorsqu'on arrive à un consensus, ça dit que vous laissez, vous abandonnez une partie de vos exigences, l'autre en fait de même. Alors que le principe de la loi, c'est qu'elle doit s'appliquer. Et quand la loi s'applique, elle est conçue de manière d'ordre général et de façon impersonnelle. Or, lorsque vous prenez les accords de Paris, qui étaient aux accords de Paris? Ben, c'est toute une génération d'hommes qui avait pour principe, il faut épargner le chef. On n'humilie pas un chef. Or, dans une république, on n'a pas un chef, on est un chef d'État. C'est quelqu'un qui doit rendre des comptes à une population qui est exigeante. Bon, on est allé avec un tout autre état d'esprit aux accords de Paris. Ils ont ramené un processus électoral qui aujourd'hui ne permettra pas d'arriver à une organisation saine des élections. Pourquoi? Parce que pourtant il y a eu après les accords de Paris, les accords d'Arambo avec le processus reste le même, qui reste inachevé. Le processus de la biométrie n'arrange rien au principe organisationnel. Vous savez, le processus d'identification ne certifie pas la bonne organisation des élections. Identifier un électeur n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir des ratures pour jouer avec les pourcentages et les taux obtenus par son candidat. Tant que l'élection dans notre pays reste l'actif, non pas de l'État, mais des partis politiques, on aura toujours des résultats biaisés. Ça, parce qu'on ne peut pas être, et M. Georges ne me démentira pas, vous ne pouvez pas être acteur et arbitre en même temps. Ce n'est pas possible. Or, c'est cela la base organisationnelle pour reformer les institutions dans notre pays. Donc cette base, elle n'est pas bonne. Il faut que si on veut véritablement tenir pour responsable l'État, que ce soit l'État qui définisse le protocole organisationnel, qui gère les élections et qui rende compte de ces élections. À partir du moment donné où des acteurs politiques sont... Mais l'État a visiblement montré ses limites, ses failles. Quand on regarde les controverses issues de quasiment tous les processus électoraux, on a envie de mettre... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous pensez que... L'une des élections qui est citée, l'une des élections qui est citée en référence, l'un des cadres qui est pris en référence, c'est celui de 1990. Vous savez qu'en 90, ok, en 90, ok, le cadre constitutionnel qui avait été adopté est aujourd'hui encore de référence. Pourquoi? Parce que les gens ils sont allés avec, naturellement, avec un engagement citoyen très poussé. Et les élections de 1990, je crois, on a vu émerger ce qu'on va appeler des équilibres citoyens, où il y avait une forte opposition à l'Assemblée nationale, mais ces élections avaient été organisées par l'État. Avait été organisé par l'État. C'est le ministère de l'Intérieur qui a géré les élections. On a vu l'émission de l'État en 93 avec justement la traque du gouverneur Pauline Ningon à l'époque. Écoutez, je crois que les élections, il faut que chacun reste à sa place.
Madame le gouverneur Pauline Ningon s'est fourvoyée. Vous savez, bon? Oui, moi j'ai pour principe de dire... Mais pourtant, pourtant, elle a dit que les chiffres qui avaient été annoncés par, à l'époque, Boumboum Yakou... Si vous permettez, je m'exprime. Allez-y. Madame Pauline Ningon s'est exprimée après coup. Lorsqu'on a la responsabilité d'une situation... Mais non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, madame, c'est important. Mmh. Lorsqu'on a la responsabilité d'une situation et qu'on estime qu'elle peut porter entorse au processus de vie de votre nation, vous l'arrêtez, vous arrêtez le processus. Vous n'attendez pas que le processus soit presque à terme pour dire ce n'est pas cela qui a été fait. C'est pendant que les choses se font. Or, Madame Pauline en a parlé après que le ministre de l'Intérieur ait annoncé les résultats. Mais plus bon. Que... Mais, non, le ministre a court-circuité le processus de collecte des résultats. Le ministre ne pouvait pas court-circuiter le processus de collecte des élections, des résultats électoraux alors que alors, comment expliquer la controverse, le pays qui est passé à feu et à sang après justement ces résultats controversés, les 51 voix pour caricaturer? Bon, les 51 voix, comme vous dites, pour caricaturer, c'est de la caricature effectivement. Moi je m'en tiens en fait. On ne peut pas faire un commentaire pour en sortir sur une situation qui conduirait à régler un problème maintenant. Je crois qu'il faut simplement prendre acte de cette situation en disant que nous avons eu l'un des processus électoraux les mieux structurés de notre pays, c'était quand l'État s'en occupait. D'ailleurs, même la marge en termes de pourcentage obtenu par les deux candidats signifie bien que, en dépit de tout ce qui peut se dire autour, il y a eu une forme de neutralité de l'État. Sinon, on aurait eu une marge beaucoup plus importante. Bon, est-ce qu'on peut estimer que le président sortant de cette époque avait perdu les élections? C'est fort possible. Mais les autres les ont contestés. Mais ça veut dire qu'ils avaient à contester quoi? Ils n'avaient pas à contester le consensus auquel ils s'étaient mis d'accord, un peu comme après 1994. Ils s'étaient à constater des résultats que l'État avait gérés. Moi, je crois que c'est des acquis. Je voudrais terminer pour souligner une autre situation très importante. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'engagement des ONG, des organismes non gouvernementaux, qui participent à rendre transparent la sphère politique de notre pays. Non, ils sont en périphérie de l'organisation du processus parce qu'ils demandent à être introduits dans les institutions organisationnelles. Le processus, je vous le dis, le processus électoral est confisqué par les politiques. Donc, le processus électoral ne peut pas être le fait de l'État aujourd'hui. C'est qui les acteurs de la gestion de l'élection dans notre pays? C'est les mêmes acteurs politiques qui sont concurrents aux élections. Ok, on va donner la parole à Georges Pagan. Alors, finalement, à l'aune de l'abondante littérature de Pascal Nkoulou, on peut dire que l'actuelle classe politique qui est quasiment issue du moule Bongo PDG, parce qu'ils ont été tous des filleuls politiques d'Omar Bongo, que ce soit ceux de l'opposition et de la majorité, ils sont finalement tous comptables du chaos dans lequel, ou du bourbier dans lequel le Gabon est sans lise. Bon, moi je ne voudrais pas revenir sur les considérations du passé. Omar Bongo a dirigé le Gabon jusqu'à 2009, avec toutes les insuffisances, avec tous les retards, avec toutes les carences que nous venons de décrire, c'est-à-dire cette démocratie inachevée, et surtout la confiscation du processus. Omar Bongo, au nom du consensus, avec tous les acteurs politiques d'antan, est-ce qu'il faudrait justement balayer le paysage politique, susciter l'émergence d'une nouvelle classe avec des nouveaux réflexes pour construire un nouveau Gabon, ou bien on devra faire avec ceux qui sont accusés de traîner dans l'opposition l'ADN PDG? Bon, moi je vais être clair. Je dis le Gabon n'a pas de constitution. À partir de 1994, la constitution gabonaise... Non, mais non, je ne voudrais pas parler de la responsabilité des collectifs. Elle est collective, les anciens acteurs comme les nouveaux acteurs sont impliqués dans ce processus. Mais il y en a qui ont fait amende honorable. Nous n'allons pas les accuser, qui ont accepté maintenant de jouer le jeu démocratique. Nous, les démocrates, nous qui combattons ce système mafieux depuis plus de 40 ans, nous combattons ce système. Nous sommes dans l'orthodoxie en ce qui concerne notre engagement, la régularité et de notre engagement. Je vais tout simplement dire qu'il faut aujourd'hui reconstruire notre démocratie. Il faut reconstruire, il faut remettre les institutions à plat. Comment y parvenir, Georges Pagan? Je pense qu'il est important de comprendre
aujourd'hui que nous sommes dans une paralysie institutionnelle. Comment depuis 2016, le renouveau souhaité? Avec l'élection de 2016 a consacré la faillite des institutions, lorsque la Cour constitutionnelle a été impliquée dans un coup de force, dans la falsification des faux résultats. C'est pas moi qui l'a dit. C'est le rapport de l'Union européenne qui le dit, c'est le rapport de la francophonie qui le dit, c'est le rapport de l'Union européenne, des Américains, disons, de l'Union africaine aussi. Donc, l'élection de 2016 a été le paroxysme de la faillite des institutions. Et cette faillite je veux dire, cette faillite est symbolisée par la présence de Marie-Madeleine Branco, hein, la mère d'Ali Bongo, à la tête des institutions. Donc les institutions ont été privatisées. Il suffirait de dégommer Borancho pour que Non. Moi, je pense qu'il faut changer la Constitution. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de Constitution. Il faut limiter le mandat du président de la République. C'est pourquoi je milite actuellement que Ali Bongo n'a pas droit à un troisième mandat. Parce que nous n'avons pas de Constitution. Il faut remettre à plat cette Constitution. Il faut le salut passe par la mise à plat de la Constitution. Oui, il faut remettre à plat la Constitution. Ça permettra que les Gabonais ne se fassent plus il faut une transition démocratique. La faillite morale également des populations qui participent justement au processus biaisé. Je voudrais revenir ici sur l'idée fondamentale. Quand même dans des bureaux de vote, ils se font acheter avant, ils se font acheter en portant des t-shirts et en participant. Je vous dis pourquoi. Vente à famine à point d'oreille. On appelle ça la corruption politique. La corruption politique a pour finalité... Vous me coupez, laissez-moi développer. La corruption politique, d'après la doctrine, elle a pour finalité l'assujettissement des populations. On a sujeté les populations, on prive les populations du minimum vital, on fait des populations, on instrumentalise politiquement les populations et on leur donne des miettes pour les contrôler. C'est un système de contrôle. On appauvrit les populations, on les transforme dans une sorte de république de précarité, de république bananière de précarité. On fabrique, n'est-ce pas, des pauvres, des mendiants. C'est la république des mendiants. On est donc dans un crime contre la démocratie. C'est une manifestation du crime contre la démocratie, la corruption politique. On vante la famine à point d'oreille. Ces gens sont des affamés. On les instrumentalise et on leur donne de l'argent pour pouvoir mieux les contrôler. Pour mieux les contrôler et les impliquer dans la falsification des résultats électoraux. Je disais que 2016 a été le paroxysme, n'est-ce pas, de la faillite des institutions lorsque la Cour constitutionnelle a proclamé des faux résultats. Lorsque le battu des résultats de 2016, avec l'aide des institutions, s'est autoproclamé président de la République et les violations des droits de l'homme ont été effectivement constatées. Et aujourd'hui, le pays est dans la paralysie. Donc nous sommes dans une paralysie. Ceux qui se sont autoproclamés n'arrivent pas à gouverner. La corruption est généralisée. Les gouvernements se succèdent à pas, je vais dire de façon régulière, tous les 2 ans, nous avons au moins 4 gouvernements. Et donc on est dans une sorte, n'est-ce pas, de la paralysie, de la faillite des institutions. Il n'y a pas de gouvernement et la corruption étant au centre de la gestion des affaires publiques. Donc le pays est en faillite aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est remettre tout à plat. La remise à plat de toutes les institutions. Il faut reformer la Cour constitutionnelle. Donc on va vers une constitution en fait. Oui, il faut une constitution. De mon point de vue, la Cour constitutionnelle ne doit plus jouer un rôle politique. Elle doit jouer essentiellement un rôle qui va consister à regarder la constitutionnalité des lois. La Cour constitutionnelle ne doit pas se mêler de l'organisation des élections. Il faut privatiser l'organisation des élections, mettre le processus électoral dans sa globalité. Je veux dire, en amont et en aval, il faut que ce processus soit privatisé, soit développé, mis en œuvre par une commission indépendante, inclusive et qu'est-ce que vous entendez par inclusive? Inclusive qui soit composée essentiellement des membres de la société civile, des représentants des partis politiques, de tout monde, mais sous le contrôle des organisations de la société civile. Je pense que la société civile constitue le meilleur acteur. Les politiciens ont échoué.
dans la conduite. Les magistrats ont échoué, les politiciens ont échoué. Oui, je ne parle pas de magistrats. Que la corruption ne pourrait pas s'attaquer également aux acteurs de la société civile? Mais il faut faire confiance. Les magistrats ont échoué, les politiciens ont échoué, les acteurs, l'administration a échoué parce qu'elle-même elle est impliquée dans la corruption. Et vous n'avez pas échoué, vous, acteurs? Nous n'allons pas échouer. Nous pensons que nous sommes les meilleurs arbitres, nous sommes les personnes les plus outillées. Vous ne répondrez pas à l'appel de l'argent, monsieur Pagadi. Mais puisque je suis pas corrompu, est-ce qu'il peut, moi j'ai déjà été corrompu par le régime, j'ai déjà reçu de l'argent du régime? Non, je dis non. Je dis la chose la plus importante. Aujourd'hui, c'est travailler pour l'intérêt général. Okay, l'intérêt général consiste aujourd'hui à revoir le pays, à réformer les institutions, à toiletter toutes ces institutions, à mettre en place des institutions fortes, comme disait le président Barack Obama. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts. Les hommes forts au Gabon ont échoué. Les hommes forts qui ont pris le pouvoir en 2016 ont fait faillite. On s'accorde que le Gabon est un grand malade. Le Gabon est un grand malade, le Gabon est dans la déliquescence. Peu importe finalement notre tendance idéologique, le Gabon n'a visiblement pas satisfait aux attentes ou aux exigences des populations présentes. Quel diagnostic pour accélérer le processus ou sortir ce malade Gabon voilà, du cancer qui le ronge? Sans vouloir frustrer mon frère Georges, je ferai deux remarques fondamentales. Premièrement, il est impossible d'avoir des institutions lorsque vous pensez que les citoyens qui sont à la base de toute initiative de loi, c'est eux. La loi est rendue au nom du peuple pour le peuple. Donc, concevoir une loi, c'est en fonction de l'état psychologique, mental, sociétal des populations. Donc, ce sont elles qui orientent la loi. Donc, si on veut réformer les institutions, il faut tenir compte de ce que nos citoyens veulent. Les citoyens veulent pas beaucoup de choses, premièrement. Deuxièmement... Et qu'est-ce qu'ils veulent, les citoyens? Je vais avancer parce que je vais aller à votre question. Deuxième chose qu'il faut aujourd'hui, c'est, quand M. Georges Pagadi, qu'il faut réformer les institutions. En fait, les institutions n'ont aucun problème. C'est la compréhension que les gens du rapport à la loi qui cause problème dans notre pays. Ceux qui aujourd'hui sont acteurs potentiels de champ avaient bien cette loi. Ils estimaient qu'elle était bonne parce qu'elle s'appliquait à controverse, donc à rebours sur d'autres situations. Ils l'adoraient, ils en étaient fiers, ils se félicitaient. Aujourd'hui, ils se rendent compte que cette loi, effectivement, il y a quelques écueils et qu'ils ont du mal à s'exprimer sur certains axes. Donc, ce n'est pas la loi où les hommes posent problème, c'est le concept, le rapport qu'on a avec la loi. Il faut donc améliorer les textes. Les individus, eux, ne servent à rien. La troisième chose que je voudrais noter, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie est un idéal. Sinon, certains pays n'iraient plus aux élections. Les États-Unis, c'est l'une des meilleures démocraties du monde. Ben, chaque année, ils vont aux élections. Les chefs d'État ont un rapport en fonction des attentes, comme je disais, des citoyens, des objectifs des citoyens. Ce rapport peut être un rapport idénique, ce rapport peut être un rapport désastreux, mais c'est le rapport citoyen du moment. Donc la démocratie, il n'y a pas de parfaite démocratie. Il y a un rapport à solidifier, à consolider. Mais le cas du Gabon est quand même préoccupant. Hein. Oui, non, j'en viens. Je dis, c'est en fonction de chaque espace. Vous savez, aujourd'hui, le président Macron a eu les gilets jaunes. Est-ce que vous iriez, vous, à penser que le président Macron soit quelqu'un qui ne tient pas compte ou qui n'est pas assis sur des institutions solides? Il y a une inscription citoyenne. Elle émerge à un moment précis du rapport citoyen qu'il y a entre le chef d'État et sa population. Est-ce qu'on irait, qui aujourd'hui irait blâmer la Constitution française de ce qu'elle souffrait d'insuffisance? Elle est améliorée, parce qu'il y a des réformes à chaque fois. Je crois que nous, dans notre processus, si nous avions à considérer le rapport, j'insiste là-dessus, le rapport citoyen, c'est ce rapport citoyen qui est encore mal maîtrisé ou peu connu ou peu aimé de ceux qui dirigent le pays. C'est ce qui a facilité les détournements publics. C'est ce qui facilite la lecture légèrement biaisée de la loi. C'est-à-dire on cherche toujours le déclic qui faciliterait une entorse à la loi. C'est ce rapport citoyen qui fait en sorte que les gens ne se soumettent pas de manière littérale au couperet de la loi. On cherche comment la contourner. Et c'est cette habitude qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les acteurs, donc les acteurs de champ, les acteurs politiques, choisissent de mettre les uns en face des autres, alors qu'il faut effectivement un élément neutre. Il faut que l'État, et ce rapport
donc doit être un rapport citoyen. C'est à l'État d'organiser les élections. Parce que c'est l'État qui répond des mesures sécuritaires. C'est l'État qui répond des mesures à prendre lorsque quelqu'un ne s'est pas bien comporté. Aujourd'hui, pourquoi notre processus électoral souffre? Mais parce qu'il n'y a pas de texte qui prévoit ou qui sont susceptibles de punir un homme lorsque dans un bureau de vote, vous vous laissez acheter. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors tout le monde sait que c'est dans les bureaux de vote. Mais qui gère les bureaux de vote? Ce sont les partis politiques. Alors, les partis politiques ne contrôlent même pas leurs militants qu'ils envoient dans les bureaux de vote. Il faut donc à ce moment abandonner l'actif du processus électoral à l'État pour avoir quelqu'un au moins sur qui on Il y a une crise de confiance entre l'État et la population. Comment abandonner ça à un État? La crise de confiance, c'est ce que je dis, la crise de confiance, c'est une crise artificielle. À partir du moment donné, à partir du moment où ce n'est pas l'État qui gère les élections. Pourquoi il y aurait une crise de confiance? Ce n'est pas l'État qui gère, c'est les partis politiques. Le mécanisme de corruption existe entre acteurs politiques et les représentants politiques dans les bureaux de vote. Voilà où se trouve le mécanisme de corruption. Et quand on en va à la Cour, mais la Cour reçoit ce que les acteurs politiques eux-mêmes s'arrangent à manipuler et on lui le remet. La Cour ne participe pas à la situation. Mais en 2016, elle reçoit des résultats et elle les confirme jusqu'à ce qu'il y ait un processus. Et cela, il faut reconnaître qu'il y a un mécanisme de prudence qui est mis en place, ce qui permet de faire en sorte que si vous êtes lésé par un processus ou par des résultats électoraux, vous avez le temps de faire un recours. Et Dieu seul sait combien de fois la Cour a donné raison à des candidats qui n'étaient pas des candidats des partis ou du parti au pouvoir. Pourtant, la Cour constitutionnelle est qualifiée et caricaturée de tour de piste avec tout ce que ça veut dire. Oui, mais monsieur Malekou, vraiment je suis au regret de... Je sais, il y a une opinion qui s'est développée dans ce pays. Non, c'est pas une opinion. Oui, non, quand je parle d'opinion, on fait fi des faits. On fait fi des faits. Il vous souviendra du débat qui a couru sur la citoyenneté de M. Ali Bongo Ondimba. Vous vous rappelez que des personnalités politiques de premier plan, des candidats à l'élection présidentielle, se sont pratiquement agenouillés devant Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Pratiquement agenouillés. Parce que imaginez, si la Cour avait fait preuve de rigueur et aurait retenu contre ces personnalités un outrage magistrat, parce que c'est ce qu'ils avaient fait. Allez soumettre une situation. Lorsqu'on vous dit, bon, écoutez, vous avez le document, présentez-les. Qu'est-ce que M. Zouba a dit? Il a dit, mais moi, ce document, ce sont mes avocats qui me l'ont fait signer, je ne savais même pas de quoi il était question. Et M. Ping a dit quoi? M. Ping a dit, non, mais moi j'ai dit ça que tout le monde dit. Donc, vous voyez à quel niveau l'opinion a déformé le format du cadre. Bengonossi a tenu ferme droit dans ses bottes devant la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit dans mon argumentaire qu'il faut que le droit prime. L'opinion, ce n'est pas le droit. Le droit, c'est une preuve scientifique. C'est à cela que l'on va. Monsieur Malekou estime qu'il y a une situation d'entorse, vous apportez les preuves pour que le droit se lise, que la loi se lise. Or, lorsque l'on fait état d'une situation et que vous n'avez pas d'éléments probants, ça s'appelle construire une opinion. Uniquement. Parce que ça devient élément de champ en termes d'argument contre argument. Or, l'élément scientifique, c'est peut-être une preuve. Nous avons la preuve. Mais voilà. avec 3 actes de naissance, par exemple, à son actif, est-ce que là, c'est pas une confusion je vous ai pris cet juridique, exemple, pour revenir sur ce débat, j'ai pris cet exemple pour vous dire que ceux qui étaient allés à la Cour les a bien reçus. Mais après, eux-mêmes ont presque présenté des excuses en disant à la Cour, nous ne savions pas de quoi ce dossier était constitué. Monsieur Pascal Koulou, c'est à ce niveau, c'est une opinion, mais donc c'est devenu une opinion. Mais les faits, comme l'avait dit Maître Nkeya qui était avocat du candidat Ali Bongo à l'époque, il a dit, si vous aviez cet acte, donnez-le. Bon. Et puis le débat s'arrête. On va un peu donner la parole à Georges Pagan. Bon, je crois que... Le débat n'est pas équilibré. C'est votre point de vue. Avant de parler justement du maréchal Déby et de la volonté de Ouattara de s'accrocher au pouvoir, la Cour constitutionnelle par rapport au recours, elle n'est pas qualifiée de tour de piste par hasard, parce que depuis quasiment 90, elle semble pencher d'un côté. Enfin, du moins, c'est un constat général, on n'a pas besoin de participer à ce débat pour le faire. Votre regard en vraiment deux mots sur ce que venait de dire. Moi, je dis tout simplement que la Cour constitutionnelle, sous le leadership de Marie-Madeleine Moronzogo, est dans une situation de conflit d'intérêts. Elle ne devait pas être dirigée par cette dame qui est la parente du chef de l'État, du chef de l'exécutif. On est déjà dans un conflit d'intérêts.
À partir de ce moment, la Cour constitutionnelle est disqualifiée. La Cour constitutionnelle est disqualifiée. Moi, je ne vous parle pas de dispositions ou de règlements. Je vous parle des principes qui régissent le fonctionnement de la démocratie, le fonctionnement des États de droit. Lorsqu'il y a une situation de conflit d'intérêts, la justice ne peut pas se prononcer. Donc, tous les actes posés par Mme Marie-Madeleine en tant que présidente de la Cour constitutionnelle sont frappés de nullité, d'inconstitutionnalité. Je ne vais pas le dire, monsieur Jean-Paga. Et les choses sont claires. Et je sais ce que c'est. Monsieur Paga, je n'ai pas fini. Je reviens vers vous. C'est la caricature qu'il ne faut pas faire vis-à-vis de nos institutions. 60 ans après, je crois que nous devons avoir un rapport différent avec la loi. Que disent les textes de la Cour constitutionnelle? Tous les citoyens doivent les connaître. Madame le président de la Cour constitutionnelle ne coordonne même pas les décisions de la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est 9 juges assistés de juges assistants. Donc, l'examen de tout dossier, en termes de recours ou de tout acte de loi, c'est 9 regards qui, chacun répond de l'engagement citoyen vis-à-vis de la République. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait? On a étiolé. Madame le Président n'a pas de prépondérance. Elle n'a pas de voix prépondérante. Ah, mais ça, ce n'est pas dit, et personne ne peut faire la démonstration que, dans le cadre des délibérés au niveau de la Cour, que la voix de Madame le Président de la Cour constitutionnelle compterait pour équilibrer ou pour établir un quelconque rapport. Non, les décisions sont prises en fonction des textes. Et donc, sa présence est aussi anonyme en termes d'influence. Donc elle est diluée dans... Et puis c'est le rapport, c'est le commissaire général de la loi qui établit le rapport. Ça, ce sont les textes. Bon, ça, ce sont les textes. Si le Gabon ne fonctionne pas selon les principes, les standards de l'État démocratique. Le Gabon fonctionne de façon oligarchique. C'est une oligarchie, c'est un clan. Et cette dame fait partie de ce clan. On va essayer de sortir de relais. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas crédibles. Lorsqu'elle annule les 2500 bureaux de on va sortir du débat. On va sortir du débat. L'élection de 2016, on va sortir elle aurait dû, selon la loi, consacrer, je veux dire, reprendre parallèlement l'élection dans cette... On sort du débat politique. Donc elle est sortie complètement. On sort du débat politique. On va sortir. C'est une cour partisane qui est dirigée par le parent du président de la République. Donc c'est une cour constitutionnelle qui ne devrait plus avoir lieu. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile et démocrate, nous demandons la dissolution de cette Cour constitutionnelle. Elle est illégale, elle est antidémocratique et anticonstitutionnelle. Marie-Madeleine Gorancho vous a écouté. Elle est illégale. Ali Bongo elle est vous dans a une situation de écouté. conflit On va d'intérêts. tourner la page politique. Au plan militaire et politique, la présence de l'armée française, le franc CFA ne constitue pas la loi. Monsieur Nkoulou, monsieur Nkoulou. La loi obéit à des normes. La Cour constitutionnelle n'est pas... Non. Tant qu'elle est dirigée... On ferme la parenthèse politique. Elle est dans l'illégalité. La présence militaire française et le CFA ne constituent pas des freins à la marche vers l'indépendance totale des États africains et du Gabon singulièrement? Écoutez, la question du franc CFA est une question déterminante en ce qui concerne une meilleure maîtrise des facteurs qui participent à renforcer le socle économique des pays d'Afrique francophone. Donc c'est une question qui n'est pas propre au Gabon. C'est une question qui intéresse même des pays tels que la Guinée équatoriale qui sont venus se joindre dans la zone CFA alors qu'ils étaient des pays qui dépendaient donc du cercle d'influence de l'Espagne. Je crois qu'aujourd'hui, cette question fait l'objet d'un regard tout particulier. D'abord de la part des banques centrales d'Afrique francophone. La BEDEAO est suffisamment avancée sur cette question. La BAC également commencé à regarder de très près. Il se trouve que nous avons, et là malheureusement, c'est des engagements politiques pris à une époque. Ces engagements ne peuvent pas se lever comme ça en claquant des doigts. Il faut examiner l'ensemble des situations autour pour que nos partenaires économiques, nos partenaires traditionnels, qu'est la France, soient de nature à ce que nous ne perdions pas en termes d'échange. En termes d'échange, c'est pas nécessairement l'acquis de retour, mais c'est également l'ensemble des rapports qui ont été tissés. Parce que quoi que l'on dise, moi je ne suis pas de ceux qui participent du fait qu'on ne gagne la France. Non, on a eu beaucoup. Nous utilisons un véhicule d'expression qui est aujourd'hui la langue française. C'est important. Nous avons en collaboration beaucoup d'autres avantages sur le plan de la francophonie, etc. Donc il faut regarder tous ces aspects, à quel niveau ça impacte. Et la présence militaire française au Gabon? La présence militaire française, écoutez, la présence militaire ne signifie pas une absence de souveraineté. Il y a des pays, moi je prends le cas du pays comme le Japon, des pays comme l'Allemagne, c'est des grandes puissances. Est-ce qu'on peut avoir une armée militaire gabonaise en France? Non, je suis en train d'arriver à ça. Je dis qu'il y a un certain nombre d'actes historiques qui justifient ce fait. Au Japon, il y a des bases américaines. Est-ce que vous croyez que le Japon a été un pays aussi réduit que le Gabon? En Allemagne,
Donc, je dis, il y a une histoire qui évolue. Il faut s'inscrire dans le cadre de l'évolution de l'histoire des peuples. Aujourd'hui, au Gabon, est-ce que la présence de l'armée française est un handicap à notre expression politique? À aucun niveau. Ah bon, vous pensez? À aucun niveau. Mais je crois que cette présence française obéissait ou continue d'obéir à un certain nombre d'actes de gestion géostratégique qui font en sorte que la sécurité à l'échelle de la planète se discute, s'examine à divers niveaux et que, bon, sur le plan stratégique, on estimait que la France, qui est la 5e puissance mondiale, certainement, je crois, la 4e puissance militaire du monde, a une base militaire au Gabon. Ça participe des différents accords. Bon, il faut les regarder de très près. C'est trop facile que de dire, oui, la base militaire, depuis, est-ce que les militaires français ont intervenu chaque fois qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives politiques au Gabon? Jamais. Ok, c'est un point de vue de Pascal Nkoulou. Georges Mpaga, CFA et présence militaire française au Gabon, 60 ans après les indépendances. Je pense qu'il y a une réflexion qui se fait actuellement au niveau des mouvements panafricanistes. Il y a une tendance qui voudrait qu'il y ait un désengagement, n'est-ce pas, des pays, les 14 pays francophones, utilisant, n'est-ce pas, le franc CFA. Ce désengagement fait l'objet donc d'une vaste campagne qui est menée sous le leadership de Kémy Séba et d'autres panafricanistes qui sont, n'est-ce pas, en première ligne dans cette revendication. De mon point de vue, je pense qu'il faut une réflexion assez profonde. Le Gabon, en tant que pays souverain, si le Gabon était géré de façon correcte, le Gabon peut avoir une monnaie. Mais le problème du Gabon, ce n'est pas le franc CFA. De notre point de vue, de mon point de vue en tant qu'acteur de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, je pense que le problème du Gabon, fondamentalement, c'est un problème de gouvernance. Si les ressources du Gabon étaient gérées de façon orthodoxe, selon les principes qui régissent la gestion d'un État, qui est géré correctement, on serait capable d'avoir notre propre monnaie. Mais aujourd'hui, vous savez, le système économique du Gabon est miné par la corruption, est miné par le détournement de fonds, le blanchiment des capitaux. La présence militaire française. Oui, je termine mon propos. Donc je dis que le Gabon n'a pas de système économique. L'économie du Gabon est gangrénée par la corruption. L'économie du Gabon est à genoux aujourd'hui. Le Gabon est un pays à faillite qui est obligé d'emprunter, n'est-ce pas, de chercher de l'argent à l'extérieur pour joindre ses fins du mois. Pour payer ses fonctionnaires, le Gabon est obligé d'emprunter au prix le plus fort. Donc, c'est une situation de finance. Les finances publiques sont dans un état de faillite généralisée. Les finances publiques souffrent d'une gestion calamiteuse du gouvernement, d'où notre impossibilité d'avoir une monnaie propre. Parce que nous n'avons pas d'économie. Parce que nous n'avons pas une gouvernance saine. Si le pays était géré correctement, si les recettes douanières étaient gérées de façon orthodoxe, si les recettes fiscales étaient bien gérées, si le pétrole, l'uranium, le manganèse, les ressources extractives du Gabon étaient gérées dans l'intérêt supérieur du peuple gabonais, à partir de ce moment, le Gabon aurait pu avoir les capacités et les compétences d'avoir sa propre monnaie. Mais nous avons une oligarchie, une mafia qui gère ces ressources. Est-ce qu'à côté de malheureusement, le Gabon n'a pas un système économique viable la présence de l'armée française au Gabon ne constitue pas un frein, un boulet à l'indépendance militaire? Le Gabon a signé, je pense, des accords de défense qui vont arriver, qui sont presque arrivés à leur terme. Ces accords, justement, la présence française découle de ces accords. Moi, mon exigence aujourd'hui en tant qu'acteur de la société civile, c'est de rendre public ces accords. Ce sont des accords secrets. Non. Ce sont des accords secrets. Au nom de la transparence. Soyez candidat à l'élection présidentielle pour l'exiger, au moins là, durant cette période, le secret d'État est mis en parenthèse. Il faut lever. Le Gabon a donné un certain nombre de principes, notamment le principe de redevabilité, l'autre principe de transparence.
au nom de ce principe, n'est-ce pas, il est impératif que ces accords soient rendus publics. On appelle cela le droit à l'information. Hein? Le Gabon a donc ratifié un certain nombre de principes qui concernent vraiment l'accès aux citoyens à l'information. Il faut que les citoyens, les représentants, n'est-ce pas, du peuple aient accès, n'est-ce pas, à ces mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, à l'armée française d'être au Gabon. Bon, je pense qu'il faut revoir les choses. Il faut revoir ces accords. Il faut dépoussiérer ces accords. Moi, je militais, je n'ai pas terminé mon propos. Pour répondre à ta question, je milite fortement pour la révision de ces accords, pour la révision de tous les accords. Je ne suis pas pour le retrait, n'est-ce pas, unilatéral de la France au Gabon. Je suis pour une renégociation de tous les accords. Les accords miniers, les accords financiers, les accords monétaires, les accords politiques. Il faut les réviser. Le Gabon doit... Nous voulons une coopération. Le temps qui nous attendez que je termine. Nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Nous voulons une coopération transparente. Nous voulons une coopération entre États souverains. Nous ne voulons pas de coopération entre famille et gouvernement français. C'est ce que nous refusons. Donc nous privilégions, n'est-ce pas, la mise en œuvre, n'est-ce pas, de réformes en ce qui concerne les œuvres administratives. Et le Gabon a adhéré à l'initiative de transparence des œuvres administratives qui milite en faveur de la révision des accords dans le domaine des œuvres administratives. C'est moi qui gère le temps. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre mot de la fin sur l'intronisation d'Idriss Déby comme maréchal et la volonté d'Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat contre la volonté populaire en 2 minutes. Bon, Idriss Déby, c'est vraiment le paroxysme de la mégalomanie. Voilà quelqu'un qui devrait sortir par la grande porte, mais qui est en train vraiment de s'enfoncer dans une mégalomanie. Il rejoint ici des régimes despotiques, des figures despotiques telles que le maréchal Mobutu et l'empereur Bokassa. Je pense que ceux qui ont poussé Idriss Déby à adopter une telle posture sont en train de lui rendre un mauvais service et il va vers la chute. Et je ne serais pas étonné que le régime d'Idriss Déby puisse dégringoler dans les prochains mois. C'est quelqu'un qui a eu des succès militaires. Je pense qu'il était à son avantage qu'il se retira du pouvoir parce qu'il a tout gagné. Idriss Déby a l'argent, il a le pouvoir, il a le potentiel, c'est un grand militaire. Il est reconnu comme un chef militaire d'envergure. Aujourd'hui, il a tout fait, il a tout obtenu. Il est question pour lui d'aller s'asseoir dans son village. Et que de chercher des postures qui vont finalement provoquer sa chute. En ce qui concerne Ouattara, moi j'ai été un partisan, n'est-ce pas, de Ouattara. J'ai vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il a fait de bonnes choses comparativement à Ali Bongo. Ouattara a opéré des grandes transformations de la Côte d'Ivoire. Il est sorti d'un pays qui était complètement détruit par la guerre, par les sanctions, par l'impossibilité du président Gbagbo de gouverner, parce que Gbagbo n'a pas pu gouverner, étant donné qu'il a géré ces 10 années de magistère dans une situation de conflictuelle. Donc, en 2010, quand Ouattara arrive, après ces événements douloureux, Ouattara a opéré des changements politiques, des changements économiques très importants. Le pays s'est retrouvé parmi les nations les plus en vue sur le plan économique, avec des indicateurs particulièrement élevés, 7% de taux de croissance annuel. Moi-même, j'ai vu les réalisations de ce régime. Il a tout fait. Ouattara a tout obtenu. Il a été directeur général du FMI, adjoint. Il a été Premier ministre. Il a été homme politique. Il a suffisamment de ressources. À mon avis, le président Ouattara est en train de choisir la voie suicidaire. Il est en train de se tromper. Le président Ouattara n'a pas droit au 3e mandat. Ce que je conseillerais au président Ouattara, c'est un bâtisseur. Il a fait du travail. L'heure de la retraite a sonné. Il faut qu'il prenne sa retraite politique. Il a 78 ans. Il n'a plus rien à prouver. Il a tout obtenu. Il a tout obtenu de la vie de Dieu
c'est un croyant, je pense qu'il devrait réviser sa position et se récuser. Il doit éviter de sombrer dans les pressions politiciennes, dans ce que les gens de son entourage sont en train de conspirer pour le faire tomber. Parce que, au final, c'est lui qui risque de perdre. Si la situation en Côte d'Ivoire dégénère, le prestige, l'honorabilité du président Ouattara sera fortement écorné et impacté négativement. Donc je conseille à notre aîné, le président Ouattara, de se retirer et de s'occuper de sa fondation. Je pense qu'il y a une fondation qui a des visées nobles, il peut soutenir les efforts de développement, il peut être un acteur aux côtés de la fondation Mo Ibrahim pour la promotion de la bonne gouvernance, l'alternance démocratique en Afrique. C'est un modèle. D'ailleurs, il avait pris un engagement qui ne pouvait plus se présenter, il a été félicité. Il faut qu'il soit dans cette logique, il faut qu'il renonce au mandat présidentiel. Je suis avec ceux qui pensent que le président Ouattara n'a plus droit au 3e mandat et je milite fortement contre les 3 mandats. 2 mandats suffisent, les présidents Savi, c'est terminé. Le président Savi, c'est terminé, signé Dixit Georges Paguin. Votre mot de la fin sur le regard africain avec l'intronisation au poste de maréchal d'Idriss Déby et la volonté de Dramane Ouattara de briguer un 3e mandat en se déguisant après avoir dit qu'il se retirait des affaires publiques. Je crois que je vais commencer par le président Ouattara. Ça me semble beaucoup plus à même de constituer une préoccupation. Le président Ouattara est devenu un fait accompli. Celui qui était prédestiné pour conduire les forces politiques autour de l'action qu'ils avaient construite, s'est retrouvé malheureusement victime d'une situation de maladie, puis bon, de décès. Aujourd'hui, quand tout le monde pense que le président Ouattara devrait se retirer, mais écoute, on ne se retire pas par plusieurs autres façons. On se retire également parce qu'on aura perdu une élection. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que les Ivoiriens le lui fassent comprendre et qu'il tire les leçons après avoir perdu, et qu'il reconnaisse qu'il a perdu, et qu'il se retire? Est-ce que ce n'est pas aussi une toute autre voie qui soit, elle, également honorable? Rappelez-vous que beaucoup de chefs d'État ont reconnu leur défaite et se sont retirés. Donc nous sommes sur un processus global sur l'ensemble du continent, où après une élection, des chefs d'État qui estiment avoir suffisamment porté et avoir garanti également la survie politique des troupes qu'il avait autour d'eux, bon, peuvent se dire, bon, moi c'est bon, je m'en vais, j'ai perdu. Mais à contrario, pourquoi penserions-nous que les Ivoiriens ne souhaiteraient peut-être pas que Ouattara soit également candidat? Vous savez, un président de la République, ça se joue à 50-50. Nous sommes dans le processus électif d'un choix. Ça veut dire, vous avez des opposants naturels. Vous avez des gens qui ne vous supporteront jamais. Vous avez des gens qui ne voteront jamais pour vous, quoi que vous fassiez, parce qu'ils estiment boyer à une certaine éthique de positionnement politique. Donc, ils ne voteront jamais pour vous. Puis vous avez une autre population qui estime que vous êtes l'homme de la situation et que pour cela, elles vont voter pour vous. Je crois qu'aujourd'hui, la maturité des peuples africains ne devrait pas se lire à la décision active de Ouattara lorsqu'il a déclaré qu'il allait plus se présenter, mais de se lire au comportement de M. Ouattara après l'opposition électorale ou même pendant l'opposition électorale. C'est cela, à mon avis, qui détermine la force des institutions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, se river sur l'attitude de Ouattara après sa déclaration de se positionner comme candidat à l'élection présidentielle me fait penser qu'il n'y a pas d'institution en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autorité régulatrice en Côte d'Ivoire, il n'y a que Ouattara. Et ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas du tout évolué depuis Houphouët-Boigny. C'est dramatique de voir les choses sous cet angle-là. C'est également de constater que Ouattara n'est pas à même de parvenir à un accord honorable avec tous les acteurs politiques qu'il connaît très bien. Regardez la situation politique en Côte d'Ivoire. Ouattara a fait une alliance avec Gbagbo à un moment donné. Puis il a fait une alliance avec Bédié à un autre moment donné. Aujourd'hui, Bédié fait une alliance avec Gbagbo. Donc, comprenez, ce sont des acteurs politiques qui se connaissent. Donnons-leur le privilège de démontrer à l'Afrique également qu'on peut, au sortir d'une situation politique particulière, arriver à concilier des positions, parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème en Afrique, ce n'est pas tant les questions d'alternance, c'est le fait qu'il y a des situations de vide et d'effacement qui ne permettent pas aux autres acteurs politiques de continuer d'exister sur la scène. Voilà notre vrai et principal problème en Afrique. Parce qu'aujourd'hui,
quand vous prenez la sphère politique française, celle qui nous sert de référence, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'actuel Premier ministre était un proche de M. Sarkozy. Tout le monde s'accorde à reconnaître que Mme Roselyne Bachelot est une des fidèles de M. Sarkozy. Donc, comprenez, ces gens arrivent à exister. Ils ont des mérites. Ils ont un certain nombre de situations qui leur permettent de garder la main sur leur orientation politique et sur la capacité à répondre à la demande sociale par des offres d'emploi au niveau des différentes structures municipales, sénatoriales, tout ça dans lesquelles ils évoluent. C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, qui doit nous servir effectivement de modèle, aujourd'hui on peut faire confiance aux institutions ivoiriennes? Moi, je serais tenté de penser que oui. Si on ne peut pas leur faire confiance, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Gbagbo, que ce soit n'importe quel autre candidat, le résultat sera le même parce que le fonds institutionnel, personne ne le fait confiance. Voilà le vrai problème. Bon, monsieur Déby, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Maréchal est un grade militaire, par principe. Par principe, c'est ça. Qu'il se déclare général, qu'il se déclare amiral, qu'il se déclare maréchal. Enfin, pourquoi est-ce que ça préoccupe tellement? Pourquoi ça fait débat? Est-ce que le maréchal n'aurait pas d'autres chiens fouettés au plan social avec des indicateurs? Mais attendons d'abord, attendons qu'il sorte. Aujourd'hui, M. Déby est d'abord avant tout un militaire. J'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. M. Déby était un chef de guerre. Il est parvenu au pouvoir à la suite d'un certain nombre d'événements que tout le monde peut se remémorer. Bon, il a su donner aujourd'hui au Tchad une certaine stabilité. Sur un peu plus de 15 ans, 16 ans, bon, Déby a construit un socle institutionnel. Aujourd'hui, il fait carrière militaire. Peut-être que dans sa vision et dans sa posture, il estime que finir au grade le plus élevé des institutions militaires est pour lui être un honneur. Et il se fait maréchal. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Être un chef d'État et maréchal. Je crois que c'est chef d'État. Parce que quand on est chef d'État, on est chef suprême des armées. Bon, mais on est à titre symbolique. On l'est en fonction de la Constitution. Ça ne fait pas de vous une référence dans les académies en termes de... dans le cadre institutionnel militaire. Une fois que vous n'êtes plus en fonction, vous n'êtes plus chef d'État suprême des armées. Donc, M. Déby voudrait certainement par rapport au fait qu'il soit parvenu au pouvoir militaire, au fait qu'il ait pu confronter son espace territorial en luttant contre le terrorisme, au fait qu'il ait pu participer à un certain nombre d'opérations militaires fortes, se dit, bon écoutez, je me mets au sommet de tout ce qu'il y a comme académie. Enfin, quand je parle d'académie, je dis référence militaire dans mon pays, pour qu'au moins j'entre dans l'histoire comme ayant été un chef d'État, mais surtout comme ayant été un grand militaire. Bon, est-ce que ça fait que M. Déby soit devenu quelqu'un qui, excusez l'expression, qui dérape? Je ne crois pas. Je crois que essayons d'avoir une lecture post-situation. C'est mieux que d'anticiper et de donner un peu comme M. Mpaga le fait, en tirant des parallèles sur tel... Non, je crois que ces hommes ont une lecture de ce qu'ils veulent faire. Et l'histoire du continent africain est une histoire, je crois, depuis 90, qui a pris des contours, qui sont des contours qui donnent de la perspective. C'est toute cette situation qui a permis aujourd'hui d'avoir ces hommes d'État. Et qui, autour d'eux, il s'est construit une autre société civile très active. Il s'est construit de relais politiques, il s'est construit une nouvelle génération d'acteurs politiques à laquelle j'appartiens. Je le dis devant M. Mpaga, je suis fondamentalement panafricaniste. Et je crois que toutes ces choses, dans l'évolution de ce que nous avons à faire, c'est de construire une nouvelle Afrique. Mais cette nouvelle Afrique, on l'a construit sur quoi? On l'a construit certainement sur certaines erreurs, mais on l'a construit aussi sur un grand idéal de voir l'Afrique être une Afrique forte, une Afrique solide. Mais ça, c'est à l'actif de tout le monde. Voilà, c'est à l'actif de tout le monde. Émission relativement longue, mais intéressante. Nous avons écouté Georges Paga du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon et Pascal Nkoulou, président du BDP, le Bloc démocratique et populaire gabonais, le parti politique du centre. C'était l'émission Le Débat. Merci et au prochain numéro.